Salut à tous, magnifique vendredi ensoleillé pour parler de la fin de notre projet, la fin, l'abandon plutôt. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc ça a fini en morceaux. Fabuleux désastre. Et vu le prix des pièces, c'est un abandon complet. Je vous explique. Alors, l'explication est toute simple. C'est que c'est vendredi et que c'est Halloween. On va dire que c'est le poisson d'avril. C'est une cure d'amincissement. Donc on a commencé à détruire la boîte et à enlever des morceaux. Non, plus sérieusement, beaucoup de choses se sont passées. On a commencé à monter le dossier pour le VASP. Et il s'avère que ce genre de véhicule là, donc on est sur un, je rappelle, sur un Iveco L4 H3 de 2003. C'est un 35C15 2,8 litres turbo D, 147 chevaux. Ça implique du coup d'avoir un moteur placé en long. Oh, je pourrais ouvrir. Hein. Paf, magie du cinéma, capot ouvert. Alors, donc là-dessus c'est un moteur longitudinal ou un terme comme ça. Enfin, en tout cas, le moteur est vraiment dans l'axe du véhicule, pas comme sur les voitures conventionnelles où vous avez le moteur et la boîte à droite, sauf sur les japonaises où c'est inversé. Donc là, en présentation, on a le moteur et la boîte, elle est là-bas dessous, sous la cabine finalement, sous les conducteurs et son passager. Donc ça implique du coup un véhicule qui est en propulsion, avec un arbre de transmission. Bon, c'est pareil, on va passer dessous. Et nous voilà dessous. Donc nous sommes sous le véhicule et ce magnifique objet est la boîte de vitesse avec son arbre de transmission, donc la pièce en rouge là, qui parcourt tout le dessous du véhicule avec des paliers intermédiaires tout neufs, et on va jusqu'à l'arrière où du coup ça se présente comme ça. Fin de l'arbre de transmission, et là nous avons le pont arrière. Voilà ce que nous avons derrière sur ce genre de Iveco. Donc le mouvement du moteur est transmis à la boîte et à l'arbre de transmission rouge et à la boîte de vitesse et au pont arrière. Je vais y arriver. Ça impose vraiment donc des pièces lourdes qui du coup font un poids certain sur le véhicule. On majore en moyenne de 350 kg à 400 kg par rapport à un boxer. Un boxer de la même taille. Salut chien. Du coup, je viens à la question, à la communauté, on va dire. Si certains d'entre vous ont déjà eu le problème sur ce genre de véhicule là, du coup doté d'un pont arrière, si vous avez déjà été soumis à un refus de la DRIAL. Je dis pas qu'on a eu le refus, mais savoir à quoi s'attendre si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ce genre de transformation. On a des calculs de charge à faire, des calculs de masse utile en fonction du véhicule. De tonne 6, nous c'est un véhicule qui a été déclassé. C'est un 7 places en carte grise, et finalement on aurait dû s'attendre à l'achat à avoir une banquette 4 places derrière. Sauf que on a eu un message très clair de la part de l'Adrial qui nous dit, donc qui nous spécifie que nous ne pouvons pas avoir de véhicule avec
4 places derrière, puisque du coup on condamne l'accès sur l'arrière. On nous impose en fait un passage de couloir de 48 cm minimum. Donc on se retrouve à modifier le véhicule. Et c'est un véhicule qu'on va présenter du coup avec 2 places à l'arrière uniquement. Pour respecter la carte grise qu'on voudra, la carte grise finale qui sera de 5 places, même si nous sommes que 4. Donc après je pense que certains d'entre vous qui sont passés avant nous doivent connaître un peu plus les procédures, mais beaucoup je pense passent sur des châssis de boxer ou de jumper qui ont donc une masse à vide, la fameuse masse à vide, bois à vide ici. Alors, vous êtes en 1 tonne 8 généralement, entre 1 tonne 7 et 1 tonne 9. Et nous voilà, c'est un véhicule qui a été déclassé, il a été transformé par une société. Et du coup il passe en 7 places. C'est un ancien véhicule de plâtrier peintre je crois. Ou je sais plus quelle société, enfin en tout cas ils avaient 7 places. Du coup on part avec un poids vide, c'est un léger handicap mais bon, poids vide de 2 tonnes 6. Et aménagement fait, quasiment terminé. On a un poids de 3 tonnes 400 je crois. Je dois avoir les bons de pesée, 3 tonnes 400. On a aussi les bons de pesée du contrôle technique. On l'a fait passer sur les bancs de freinage. Et ils ont la capacité du coup de pouvoir peser le véhicule avec des valeurs en newton. Il s'avère du coup qu'on est trop lourd avec la marchandise à l'intérieur. Et les conducteurs, le conducteur, les passagers, etc. avec nos 2 filles derrière, on est à 3 tonnes 560. Donc 60 kg de trop. Et j'ai pas envie spécialement de me prendre une amende, vous avez bien compris. Du coup on a entrepris un gros vide à l'intérieur, sans dire que ça nous fout en l'air le projet, loin de là. C'est même meilleur après pour la conso, mais bon. Donc ça signifie remplacement de la cuve. On passe de 100 litres, qui signifie aux alentours de 100 kg avec la grosse, à 50 litres. Qui du coup on va tourner aux alentours de 50 litres. On a une obligation quasiment, c'est quasiment une obligation de présenter le véhicule à l'Adréal avec le plein d'eau, le plein de gasoil et un passager, et qu'une moyenne de 75 kg pour le conducteur je veux dire. Donc on a fait nos calculs et tout l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on est trop lourd quoi. On est trop lourd. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de poser la question. J'espère que j'aurai des réponses d'entre vous, ou des avis, des gens que vous connaissez, qui pourraient s'abonner à la chaîne et nous donner un avis là-dessus. Après on poursuit, on a été obligé donc du coup on l'a pas reçu mais bon, on change la batterie qui fait 28 kg, c'est une batterie gel 100 ampères. Spécifique camping-car qu'on a acheté il y a 4-5 ans, qu'on avait dans le camping-car précédent, notre C25, qui nous a fait un joli trou dans le bloc moteur. Donc cette batterie là fait 28 kg. On envisage de passer sur une batterie lithium avec la même capacité, 100 ampères, mais qui fait plus que entre 9 kg et 11 kg, ça dépend les marchands, ça dépend les marques. Donc ça c'est aussi pas négligeable. Là où je me tiens, on a donc du bois dessous le lino là, et on a supprimé le morceau de lino qui est dessous, le morceau de bois pardon, qui est en soute, c'est pas nécessaire, puisque sous le lino on a déjà un morceau de bois similaire au noir qui est là-bas derrière. En fait c'est un 5 mm d'épais, et dessus on avait rajouté le bois d'origine qu'on avait avec le véhicule quand on l'a acheté. Le panneau en soute, le panneau bois qui était donc sous le lino, que j'ai dégagé. Hop, donc c'est le panneau qui est là, ici là. On a quasiment 40 kg, 38 de mémoire. Le panneau qui fait 1,85 par 140 je crois. Donc voilà, c'est du
Contreplaqué de 15, c'est pas négligeable, 15 mm, ça pèse tout de suite lourd. Surtout qu'il a été enduit, c'est un antidérapant, il a été traité, enfin voilà, ça représente une sacrée masse. Ensuite on a été obligé du coup de supprimer une partie du boisage à l'arrière. Il y avait une grosse planche là pareil, donc on gagne 20 kg, 18 les deux côtés, c'est pareil, hein. Pareil, la planche en bois qui est là-bas derrière, supprimée. Ça passe aussi, au moins pour le présenter à l'Adréal, par la suppression du système de roue de secours qui était là en lieu et place. Il n'y a plus. Si certains ont eu l'œil, ça passe aussi par la suppression de l'attelage, la barre d'attelage, tout le système d'attelage qui était dessous, plus le crochet, etc. Avec le faisceau électrique. Ça représente l'attelage à lui seul quasiment 45 kg. Donc vous voyez, vous faites le calcul, 45 kg plus le système de roue de secours à 35 kg, plus la planche 38, plus 25 ou 28, je sais plus. Ça va très vite, très vite. Donc oui, en France, il n'y a pas d'obligation d'avoir une roue de secours. C'est confirmé par l'Adréal et confirmé par comment le SIV là, l'organisme qui fait les cartes grises. On a fait la demande par mail et a priori vous n'avez pas besoin de roue de secours sous le véhicule. Après on a effectué encore pas mal de changements sur la partie intérieure de la porte. Bon, on le voit pas mais c'est tout. On a retiré une autre épaisseur de bois qui était sous les lattes. Donc l'ensemble ça représentait 5 kg en moins, 7 kg en moins. Après sur l'intérieur on n'a pas trop touché. On a changé. Qu'est-ce qu'on a changé à l'intérieur? On a retiré ici la plaque. Nous on appelle ça une plaque de parement. En fait c'est la plaque qui faisait office de séparation entre la partie soute et la partie habitable. Donc on avait une planche de contreplaqué qui passait derrière, ici, et qui passait derrière là-bas, qui était en 12 mm. Ça fait 81 cm de haut. Par de bout à bout, on a 180. En partie basse, on a un petit peu moins, on a 170. Et c'est au niveau de la literie, on a 181. La planche faisait 7 kg. Ouais, 7 kg, contreplaqué de 7 kg. Ensuite, non, après c'est tout, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui, c'est tout. Si. On a été obligé aussi, du coup, de supprimer la quasi-totalité, enfin pour pas dire la totalité de la galerie, les panneaux solaires. On a gagné quasiment 60 kg. Donc ça sous-entend qu'il faut refabriquer une galerie en alu, matériau léger, galerie en alu, le panneau solaire aussi qui est dégagé, panneau solaire qui du coup représentait, oui le garage, représentait 27 kg, ça fait un beau bébé. Et en fait apparemment c'était un panneau solaire d'habitation. Ouais, panneau solaire marque Bank, 260 watts, mais il est énorme. Enfin on se rend pas compte en vidéo, mais il est épais, très épais, et c'est du tube creux à l'intérieur, mais c'est du tube carré. Et ouais, pesé, vous voyez, je fais 1m83, il fait quasiment ma taille sur 98 de large. Il est assez balèze, mais bon, après on l'avait donné dans le camion, donc on l'a utilisé un temps, mais il s'avère qu'il est trop lourd. Ça a combiné du coup à tout le reste qu'on a retiré, ça nous fait, faut que je retrouve la feuille de calcul, mais ça nous fait quasiment 280 kg qu'on a retiré, donc c'est pas négligeable. Oh.
Qu'est-ce que c'est? Faut pas le dire ça. Donc voilà, on en est à une réduction drastique du poids pour pouvoir présenter l'Adréal avec un poids raisonnable. On a fait les calculs, la CUM, je sais pas si ça parle à certains. D'ailleurs, si vous avez des avis par rapport aux panneaux solaires, si vous avez des avis de panneaux à nous conseiller, des panneaux légers, avec à peu près la même puissance, 260 watts, ça serait formidable pour qu'on reste un petit peu cohérent sur la batterie 100 ampères et que ça corresponde aussi avec tout le reste du circuit électrique. Donc n'hésitez pas en commentaire. C'est gratuit, je le rappelle. Le commentaire et s'abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur un panneau solaire, un conseil de panneau solaire. Donc on en est là. Après, en termes de changement dans le camion, outre la batterie lithium qui arrive bientôt, on va être aussi obligé, oui, quasiment obligé de supprimer Monsieur Syrix, qui était fort adapté pour une batterie gel. N'importe quelle autre batterie, hormis du lithium. Mais bon, ça fait plus le travail pour une batterie lithium. Donc ça impose de passer par un chargeur DC-DC, donc soit de la marque bleue, soit d'une autre marque. Donc là on est sur du énergie mobile. Ça va très bien. D'ailleurs lui aussi va virer, puisque là on est limité à 350 watts. Et c'est vrai qu'avec du lithium, je vous fais pas des cours, il y a beaucoup de vidéos qui existent là-dessus, qui expliquent. Mais bon, déjà on peut avoir une légère explication ici. Sur des batteries gel, plomb, acide, tous ces trucs là, c'est vrai que même de l'AGM, vous êtes limité. Disons que si vous avez une totalité à une capacité nominale de 100 ampères, et là-dessus vous pouvez ne tirer que on va dire 40 ampères, 50 ampères. Vous utilisez jamais 100% de la batterie. Sur du plomb acide ou sur du gel ou de l'AGM, c'est la règle. Attention, après l'information est facile à trouver sur le net, hein. Donc celle-là, ouais, celle-là 100 ampères capacité nominale. Après en capacité totale, ça représente celle-là, je crois que c'est une 800 ampères. Donc vous pouvez jamais utiliser la totalité de la capacité annoncée. Quand une batterie est annoncée à 100 ampères, je parle pour les batteries acide plomb et AGM et gel. Même les décharges lentes, c'est pareil, hein. Donc une batterie lithium, par contre, vous allez pouvoir utiliser 80 voire 90% de la capacité nominale. Quand une batterie est annoncée à 100 ampères, du coup vous pouvez utiliser 80 ou 90 ampères. Donc c'est pas négligeable. Ça cumulé du coup au fait qu'elle soit bien plus légère, c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'on vise la modif de cette installation. Et ça permet aussi ensuite de passer sur un transformateur 12-220 plus puissant. On peut viser 1000 watts sans trop de problème. Parce que là, en termes de puissance développée, il y a un calcul à faire, hein, mais ça représente quasiment 1300 watts. On peut avoir du coup la possibilité de faire fonctionner un transformateur 12-220 dans une durée limitée, mais bon, tout ça c'est calculé, tout ça c'est à faire attention et à surveiller. On peut faire fonctionner un transformateur 1000 watts. Ouais, celui-là de mémoire c'est 350 watts, ouais. PSW 12350. Donc là encore, si certains d'entre vous utilisent du matériel un petit peu similaire en termes de fonction, mais d'une autre marque, et qui serait tout aussi efficace, aux alentours de 1000 watts, 1500 watts, faites-le nous savoir, hein. Je suis pas marié avec la marque bleue, qui répond pas aux mails. Je suis pas marié non plus avec Énergie Mobile, ça fait du très bon travail. Ça fait 5 ans qu'on l'a maintenant. Il était dans le camping-car précédent, mais bon. C'est vrai que c'est très limité après en termes de puissance. 350 watts c'est pas mal déjà, mais c'est limité en termes de puissance après, en puissance de sortie. Donc voilà, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez à nous conseiller, que vous avez essayé, testé depuis longtemps. Ça serait sympa de le savoir.
Le chargeur Blue Power sera encore présent, ça sort 30 ampères et on est dans la norme minimum pour charger une batterie 100 ampères. Il faudrait même que je vise 40 ampères, 40-50 ampères. L'avantage des batteries lithium, c'est que du coup elles sont capables de prendre 1 C, donc une fois leur capacité. Donc sur une batterie de 100 ampères, vous pouvez théoriquement lui injecter 100 ampères de charge. Là encore c'est théorique. Après 0,5 C c'est très bien, donc 0,5 fois sa capacité, ça équivaut à 50 ampères. Donc bon, entre 30 et 50 ampères, c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais bon. Ça représente des achats encore et encore, et comme vous savez, hein, sur un van, l'argent ça va très vite. Donc voilà, le chargeur va rester. N'hésitez pas à nous faire savoir, hein, comme je le répète, si vous avez déjà essayé de tester un autre transformateur 12-220, n'hésitez pas dans les commentaires. Et le Cyrix du coup vire parce que il y a de forts risques. Là encore, je vais pas vous faire des cours là-dessus, mais c'est moi-même des informations que j'ai cherchées, et des choses logiques qui sont faciles à comprendre. C'est lorsque vous démarrez le véhicule, le Cyrix fait office de... c'est un relais, hein. Il est utile pour charger la batterie cellule, donc celle-là, et c'est lui qui gère la charge en dispatchant la charge à la batterie cellule, mais aussi à la batterie qui est sous le capot, la batterie de service, je sais pas comment on appelle ça, enfin la batterie, nous on appelle ça la batterie moteur. Et du fait de sa conception, une batterie lithium du coup c'est très gourmand, et elle va prendre du coup tout ce qu'elle est capable de prendre en termes de recharge de la part de l'alternateur quand le moteur tourne. Ce qui signifie que l'alternateur, il fera pas long feu, il va griller très rapidement. Il y a déjà eu des cas d'alternateurs qui brûlent. Et c'est vrai que du coup,